Le DC Animated Movies est un univers cinématographique d'animation qui a commencé en juillet 2013 avec le phénoménal Justice League Flashpoint Paradox et qui s'est vu terminer le 5 mai 2020 avec un dramatique et renversant Justice League Dark Apocalypse War. Que faut-il retenir de ces films ? Non sans défaut, cette série de films nous a offert durant 6 ans le divertissement d'un DC Extended Universe aux abonnés absents. Elle a abordé plusieurs thèmes, le Flashpoint, l'Atlantide ou encore la guerre de Darkseid, le tout comblé par une violence visuelle et psychologique propre à DC Comics, une violence primordiale pour cette conclusion épique. Bienvenue dans le diagnostic. Pour ce diagnostic de Justice League Dark Apocalypse War, je suis avec Vega. Salut Vega, comment vas-tu ? Salut Stein, ça va et toi ? Et bah ça va très bien parce que ce film que je n'attendais pas du tout parce que j'étais vraiment dégoûté du DC Animated Movies depuis quelques mois, quelques années, était une énorme surprise en fait. J'ai adoré le film et toi sans spoiler du coup qu'est-ce que t'as pensé du film ? Ouais non sans spoiler honnêtement comme toi une très très bonne surprise. Je dirais pas que j'ai été déçu depuis quelques années mais quelques mois comme toi, enfin disons que les précédents opus n'avaient pas assez bien traité certains sujets de comics. Moi je pense par exemple à Batman Silence qui a été un petit peu traité qu'à moitié. Voilà, ce genre d'opus nous avait laissé un petit peu sur notre faim. Et ce Justice League Dark Apocalypse War vient un petit peu rétablir l'équilibre et surtout aboutir tout cet univers de façon magistrale. Tout cet énorme contenu qu'on avait eu sur ces 6 ans depuis Justice League Flashpoint Paradox. Et il a fait super bien, on a eu un super aboutissement avec du drame, de la violence psychologique, physique, de l'émotion, beaucoup d'émotions et beaucoup de sujets de comics traités. Ouais, exactement, je suis assez d'accord. En fait, c'est très clairement Justice League Dark Apocalypse War et le endgame de chez DC Comics. C'est même, honnêtement, c'est même assumé en fait. Oui, mais en mieux, par contre, c'est ça le truc qui est ouf en fait, c'est que le film est moins long. Et pourtant, il se permet tellement plus de choses que Endgame. Voilà, exactement. Pour faire un petit parallèle avec Endgame, Endgame, en fait, le problème, c'est qu'il y avait, c'était les conséquences directes de l'effacement. Le problème de Endgame, c'est que c'était beaucoup trop long et il y avait des passages qui étaient très vides de contenu et on se faisait chier. On voyait pas assez l'impact en fait qu'avait eu l'effacement. Après c'est pas comparable, c'est un film d'animation, l'autre c'est un film avec des acteurs, mais bon, le film d'animation en l'occurrence Justice Dark Apocalypse War, il nous met directement dans cette ambiance en 1h30, on sent les conséquences, on se fait pas chier, pendant 1h30 on est pris en fait dans ce film et c'est très impactant, c'est très dur à regarder, je veux dire c'est très trash, le traitement des personnages est très difficile. Vraiment. C'est clair que si on est fan des personnages, il y a énormément de situations où ça va être très compliqué à regarder. Et pour finir sur cette section sans spoiler, parce qu'on va être obligé de passer au spoiler pour en parler plus en détail, si vous avez des réticences à voir le film, parce que comme moi, depuis quelques mois, quelques années, le DC Animated Movies, en gros il vous gonfle parce que trop simple, honnêtement foncez, parce que le film mérite vraiment d'être vu si on est fan de DC Comics. La VF est pour une fois très bonne parce que cette inversion de voix entre Jacobi entre Batman et Superman, entre Jacobi et Adrien Antoine, elle est très honnêtement catastrophique sur la plupart des VF, de l'aveu même d'Adrien Antoine qui dit qu'il comprend pas et qu'il préfère jouer Batman. Et pour une fois dans ce film-là, toujours sans spoiler, la voix de Jacobi va bien à Batman. Et c'est vraiment plaisant. Disons qu'en fait, le doublage n'est pas catastrophique en lui-même parce que Emmanuel Jacobi et Adrien Antoine sont des personnes très compétentes. Mais ce que tu veux dire, j'ai compris ce que tu voulais dire, mais je préfère préciser, c'est que Adrien Antoine, son doublage va beaucoup mieux à Batman et vice versa. Emmanuel Jacobi va beaucoup mieux à Superman. Ça a toujours été les VF en fait depuis le début des dessins animés. La série de 1980, non c'était pas la série de 1994, mais les nouvelles séries et nouveaux films d'animation pour Batman ont toujours été avec Adrien 2000, Antoine. C'était déjà Jacobi sur Superman par contre. Voilà, c'était Jacobi sur Superman et Adrien Antoine sur Batman. Mais ça a été inversé parce que Adrien Antoine doublait déjà Henry Cavill, donc Superman, dans le film Man of Steel. C'est ça. Voilà. Mais voilà, je pense qu'on va se passer à la partie spoiler. À la partie spoiler de Justice League Dark Apocalypse War. Parce qu'il y a tellement de choses à dire. Ouais. Pour faire, si vous êtes là, c'est que vous avez vu le film, mais on va juste rappeler vite fait l'intro. Intro Darkseid,
menace, on fait un plan, on fonce tête baissée, Superman a la haine, et en fait, Darkseid les espionnait, connaissait le plan par cœur. Boum, fin de l'intro, coupure, ellipse de 2 ans, et on passe dans un monde post-apocalyptique. Et là, le film démarre directement super fort, avec des conséquences d'une défaite qui sont traitées tout le long du film, et pas entre deux films comme entre Infinity War et Endgame, où ils ont traité en réalité pas réellement le truc dans l'ellipse. C'est un peu, voilà, c'est déjà rien que sur ça, c'est mieux fait. Et surtout, c'est réellement post-apocalyptique. Il ne reste rien de la Terre. C'est l'apocalypse dans l'idée, dans les faits, mais aussi dans la violence et dans les flux de sang. C'est-à-dire que c'est vraiment apocalyptique. Le thème apocalyptique, il est omniprésent en fait, que ça soit mental, physique. On le sent en fait. On sent qu'il y a une vraie tension, que c'est vraiment la fin du monde, la fin des mondes en fait. Et c'est ça qui est bon. Partout où on regarde dans le film, partout où le film va nous dire de regarder, en gros, ça sera l'apocalypse. Qu'on soit sur Apocalypse ou sur la Terre, ça sera l'apocalypse. Mais ouais, comme tu disais, je reviens au fait que tu dises que Darkseid les observait depuis le début, oui, parce que du coup, la Justice League, au début du film, prépare un assaut sur Apocalypse, parce qu'il s'avère que Darkseid, depuis Justice League War, a envahi plusieurs mondes. Et il s'apprête sûrement à lancer un assaut sur la Terre. Superman, qui forcément a peur de tout ça, puisque dans les films précédents, la mort de Superman, ou le règne des Superman, il s'est fait tuer par Doomsday, une créature envoyée par Darkseid. Donc il se dit, putain, la prochaine fois, j'y échappais de peu, la prochaine fois c'est sûr que ça va être l'anéantissement de la planète. Donc il a peur, le gars, vu qu'il s'est déjà fait tuer par cette personne. Donc il se dit, il faut lancer un assaut direct contre Darkseid, et on le tue. C'est là qu'on sent l'apocalypse. Ah oui, c'est ça. C'est que même Superman ne dit pas on va le neutraliser, on va le mettre hors d'état de nuire, je sais pas, on va lui briser une jambe, je sais pas, on va enfin non, c'est carrément le détruire. Le gars, on y va. Il a très clairement dit on y va pour le tuer. On y va pour lui niquer sa mère. On y va pour lui niquer sa mère. Et clairement, la Justice League, il y a pas de point de vue qui diverge. Ils sont tous dans cette optique-là, à part Lex Luthor qui dit ouais, il faudrait peut-être s'arranger avec lui. Enfin bon, s'arranger avec Darkseid, je suis désolé, le mal absolu, c'est un mec que tu peux pas corrompre. Hein. Darkseid, c'est comme le Joker, hein, sauf que ça, je dis c'est comme le Joker dans cette idée-là que du fait que tu ne peux pas corrompre, ils n'ont pas la même philosophie, mais ce que je veux dire, c'est que ça reste des mâles, enfin le mal à l'état pur en fait. C'est ça. Et du coup en fait, Superman déclare son plan, mais le problème c'est que Cyborg, qui est là depuis Justice League War, s'avère être une taupe de Darkseid à son insu. C'est ça, malgré lui en fait. Étant donné que son métabolisme est une boîte mère en réalité, boîte mère appartenant à Apocalypse, appartenant à Apocalypse, et donc à Darkseid qui est l'empereur d'Apocalypse, il peut utiliser Cyborg comme il veut, et Cyborg devient une caméra de surveillance et c'est ce que de façon indirecte en fait, enfin, c'est ça le truc. C'est que c'est super intelligent, c'est quelque chose qui arrive sur le tas on va dire, mais c'est super intelligent parce que en même temps le gars, il voit leur plan, mais tu te dis, d'accord, la Justice League perd ce duel, mais ce n'est pas seulement à cause du fait que Darkseid connaisse leur plan. C'est parce que, en fait, en vérité, Darkseid connaît leur stratégie, leurs points faibles et leurs points forts depuis Justice League War. Il a pu les observer, en fait. Et à ce moment-là, de cette idée-là, tu en tires le reste du film. C'est-à-dire que, après la défaite, du coup, sur Apocalypse, parce que Darkseid a mis au point des Paradooms, donc une mutation des paradémons et mélangé à du Doomsday. Ouais. Donc la moitié environ ou les 3/4 se font tuer, et la moitié se fait tuer et l'autre moitié est réduite au service de Darkseid ou pire. Voilà. Et il s'avère que chacun des personnages a son traitement précis, à savoir que Superman, on lui injecte de la kryptonite liquide pour le rendre inoffensif et pour en faire un symbole de désespoir. Superman devient littéralement l'ange déchu. En fait. Et on le renvoie sur Terre. Et on le renvoie sur Terre pour montrer la défaite de la Justice League. Le mec pue la défaite, représente la défaite. Alors que Superman est un symbole d'espoir à la base. C'est là que je vous dis que c'est hyper intelligent dans le traitement. Superman est le désespoir. Wonder Woman, elle, on lui arrache le bras. Et puis elle est réduite en esclavage par Darkseid, sous la coupe de Darkseid. Et ça on l'apprend plus tard. Batman, il devient pareil, une marionnette de Darkseid. Le second de Darkseid en l'occurrence.
son Dark Vador. Oui, parce que pour moi, il y a ce que je disais, il y a cette idée, cette inspiration de Star Wars dans le film. Il y a beaucoup de clins d'œil à Star Wars, clairement. Ouais. Et Batman, justement, c'est le Dark Vador. Darkseid, c'est Palpatine. Batman, c'est son stratège. Et ça, justement, pour moi, ça n'a pas été fait au hasard. Parce que si vraiment Darkseid aurait dû prendre un second en se basant sur des faits très simples, je pense qu'il aurait pris Superman en second. Sauf que le mec, après observation depuis Justice League War, il s'est dit putain non, il faut que je prenne Batman. C'est le leader stratégique de la Justice League. Depuis Justice League War, c'est le plus dangereux en réalité. C'est Batman qui sort à chaque fois la Justice League de la merde parce que il est trop fort, enfin il est trop intelligent. Voilà, en termes de force, clairement c'est Superman le plus fort, mais le plus fort en termes de dangerosité, c'est Batman. Il n'y a pas à chier, Batman a niqué plusieurs fois Superman, par exemple. Ouais, et Darkseid l'a très bien compris, faisant de lui son serviteur sur le fameux trône de Mobius. Le Mobius. Même si c'est vraiment qu'un clin d'œil, parce qu'au final il est jamais présenté comme étant le trône de Mobius utilisé. et tout ça. Mais, ouais, il n'est pas utilisé à 100%, enfin voilà. Et donc ouais, je disais Wonder Woman qui est un symbole d'esclavage, de privation de liberté, oui, parce que à la base Wonder Woman, je disais que c'est un symbole quand même, c'est un symbole féministe, c'est un symbole de la liberté, et en faire son esclave, c'est clairement un signe, tu vois. Ça se voit que le film a vraiment été travaillé, et il la soumet littéralement à son règne. Enfin, ouais, là il y a vraiment quelque chose d'impactant par rapport à ça, et puis voilà, on arrive sur la suite où on nous présente justement les conséquences après l'ellipse. Donc Superman qui est revenu sur Terre, qui a été injecté de kryptonite liquide. Damian qui a rejoint la Ligue des Assassins parce qu'il a perdu sa famille, qui était la team des Titans. Ils se sont tous tués. Et là c'est très violent parce qu'on les voit quand même, les gars, pareil, se faire découper au même titre que la Justice League. Ouais, et je précise bien que quand on dit découper, c'est littéralement découpé. On voit les boyaux qui sortent, tout ça. Les boyaux par terre, on voit Nightwing se faire transpercer au sol. Et puis c'est très impactant parce qu'on retrouve Damian justement qui est à la tête de la Ligue qui dit ouais, moi j'ai perdu ma famille à cause de toi, Clark Kent. Oui, parce que Clark décide de rejoindre Damian, Ananda Parbat. Damian lui dit oui, j'ai perdu ma famille. Nightwing, Dick Grayson, j'ai tenté de le ramener avec le puits de Lazare, mais il est devenu fou. Voilà, et on voit que vraiment Dick Grayson, il a daré, quoi. On voit son œil, il est cinglé. Voilà, on a vraiment cet impact psychologique en fait. C'est des personnages qui nous tiennent à cœur. Et quand on voit ça, moi j'étais vraiment choqué. Enfin, que je l'ai vu, c'est vrai que. Ouais, parce que tu sens qu'en fait tous les personnages, sans exception, à part Batman, sont tous brisés en fait. C'est ça qui est absolument dingue. Et vraiment, le traitement, c'est pire que la mort, c'est pire que l'effacement, comme on disait, de Endgame. Vraiment, ils sont vraiment réduits en esclavage et c'est pire que tout. Par exemple, moi je parlais tout à l'heure de Wonder Woman qui a la tête des Furies. Et ben, c'est pas la seule finalement qui fait partie des Furies parce que. On a maintenant dans les Furies, on a Mera, pareil, qui est réduit au service de Darkseid. Et Mera, en plus, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, elle est un petit peu, elle est composée de parties cybernétiques en mode apocalypse, et elle a cette à moitié cette queue de serpent. Et on a une inspiration, moi c'est ce que je te disais, on a une inspiration à la mythologie en fait dans ce film qui est très présent. Beaucoup de parallèles avec la mythologie grecque, très clairement. Mera, c'est très clairement Méduse ou Lamia. Donc Méduse, je sais pas si vous connaissez, enfin je pense que beaucoup de connaissent la référence par rapport au fait qu'elle déjà est présente dans le choc des Titans, le film. Méduse, c'était une très belle femme qui s'est fait violer par Poséidon, par un dieu. Et suite à ça, en fait, c'est Athéna qui l'a condamnée à être une créature hideuse et à pétrifier les hommes par son regard, en fait. Voilà. Pétrifier quiconque par son regard. En particularité les hommes. Donc c'est vraiment une créature d'abomination. Et on veut vraiment... Mera, elle ressemble beaucoup à Méduse dans le design. Hein. Mais oui, c'est ce que je dis, oui. C'est ce que je te dis, elle ressemble vraiment énormément à Méduse, hein, vraiment. Ensuite, tu as Martian Manhunter, qui fait partie de cette garde, un petit peu avec des parties cybernétiques, araignées, avec un bras dragon. Et là, j'ai fait des recherches, je t'ai dit. Pour moi, il y a quand même... il y a ce côté mythologique, donc j'ai cherché, j'ai eu du mal à trouver. Au début, je suis parti sur des trucs folklore japonais, Arachné, machin. Et au final, je me suis dit, non, il a deux parties, donc je me dis... Et en fait, je suis tombé sur une créature qui s'appelle Chimère, en fait. Dans la mythologie. La chimère, la chimère dans la mythologie grecque. Donc à la base, la chimère, c'est un lion, je crois, et elle a une queue de dragon ou serpent. De serpent. Et bien là, on est exactement sur le même genre de bail.
Sauf que Martian Manhunter n'est pas un lion, il a juste des pattes d'araignée, mais par contre il a un bras dragon à moitié comme une queue. Voilà. Et j'ai vu que du coup, selon certaines interprétations, la chimère, elle représente la tentation en fait, ou les désirs inassouvis. Et à ce moment-là, je me suis dit, ah, bah ça c'est clairement le fait que Martian Manhunter veut retrouver un jour son peuple qui a été décimé. Ce désir. Les martiens blancs, tout ça. Voilà. C'est ça. Et aussi, pour finir sur les Furies, parce que du coup, les Furies sont tous en gros des recompositions à la Frankenstein métallique, en gros, c'est ça. D'anciens personnages. C'est dur de les voir, hein. C'est dur. Honnêtement, c'est très glauque. Il y a d'autres personnages donc, qui sont assouvis par Darkseid. Il y a Hawkboy et... Qui n'est pas Hawkboy, mythologie égyptienne, qui représente la divinité Horus. Horus, voilà, c'est ça. Ouais, c'est clairement... voilà, vous allez voir dans le Chara Design, c'est clairement ça. Ah, c'est très clairement... Starfire, par contre, j'ai pas trouvé. Ouais, par contre, Starfire, c'est... Starfire, si vous avez juste Starfire, au final. Si vous avez des pistes, c'est sur ceux qui ont vu le film, moi, vraiment, j'ai essayé de chercher... Moi, comme j'ai dit, on est toujours sur ce délire de Dieu, tout ça, parce que quand on voit en plus les créatures, enfin les personnages qui composent cette garde, c'est toutes des créatures qui viennent d'un autre monde. Clairement. Ouais, toutes, c'est vrai. À chaque fois, Wonder Woman, les Amazones, on a Mera, voilà, c'est une Atlante. On a Martian Manhunter, c'est un Martien. On a Hawkboy, il vient de l'Égypte antique, machin, dans sa vraie histoire. Et on a Starfire qui est pareil une princesse cosmique en fait venant d'un monde extraterrestre. Voilà, on est sur ce genre de bail. Et donc pour finir sur la partie mythologie, nous avons, je spoil, de toute façon on est dans la partie spoil, un affrontement Darkseid Trigon. Donc ça c'est très fanservice et honnêtement ça fait bander le fanboy quoi, ce genre de choses. Ah très clairement, les anciens dieux contre les nouveaux dieux ça fait quelque chose. Ouais, et parce que Darkseid est très clairement la représentation d'un titan, alors que Trigon, lui, c'est plus une représentation du diable ou de Satan. Satan qui signifie le mal en fait dans toute religion, que ce soit le judaïsme, le christianisme. Donc on est vraiment sur ce genre de bail, et c'est clairement dit dans le film d'animation que c'est le nouveau dieu contre l'ancien dieu. Et ça, je trouve ça très très intéressant. Enfin, ça rend l'affrontement mais vraiment très cosmique, et vraiment même l'affrontement est très bien à voir, très beau à voir. Il est très, très plaisant. D'ailleurs, puisqu'on en parle du visuel, j'aime pas du tout l'animation des films d'ici en général. Mais là, je dois avouer, ils ont fait un effort sur l'animation. Parce que c'est la conclusion après tout, et parce que je pense que ça fait pas mal de temps que les gens gueulent, parce que l'animation était vraiment paresseuse. Ouais. Là, honnêtement, ça se regarde. Vraiment, c'est pas beau ouf, mais ça se regarde. Mais les personnages sont tous bien traités. Moi, comme je dis, c'est un aboutissement de plein de films de cet univers. Ouais. Constantine est un personnage qui est super, il est vraiment super dans ce film d'animation hybride, moi je trouve. Ouais, Matt Ryan en Constantine, c'est quand même quelque chose. Et là, dans ce film d'animation, c'est wow. Badass. Ah ouais. Moi j'en veux tous les jours du Constantine comme ça. Bah pareil. Et ce que je disais, c'est qu'on a vraiment plusieurs personnages qui reviennent des anciens films. À savoir, on a même comment il s'appelle, la créature des marais, c'est comment il s'appelle ? Oui, Swamp Thing. Ouais, Swamp Thing qui revient à un moment. Donc ça, c'était petit clin d'œil. Ça, c'était vraiment le petit clin d'œil pour le fan. Il fait une apparition et il détruit l'un des piliers, en fait, l'une des machines de Darkseid qui va servir à extraire le magma en fusion du centre de la Terre. C'est ça, machines qui sont clairement très calquées sur les machines de terraformation de Man of Steel. Elles ressemblent énormément à celle-là. Ouais, c'est vrai. Et c'est le même genre de scène en plus qu'il y a autour, donc c'est assez stylé. Ouais, et ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup de personnages justement qui reviennent d'anciens films, à savoir Bane, la Suicide Squad en général. Hein. Ouais, la Suicide Squad. Et bon, certains sont un petit peu en mode en retrait, on les entend même pas parler, etc. Mais c'est toujours sympa de les voir. Ouais, et justement, tu fais bien de parler de la Suicide Squad, parce que là, on a une Suicide Squad qui a vraiment de la gueule. Ouais, en fait, on a enfin une vraie Suicide Squad, tout simplement. Ouais, elle a vraiment de la gueule. On a Harley Quinn qui est à la tête de la Suicide Squad. On a Boomerang, on a Bane, on a Cheetah, on a Black Manta, on a Lex Luthor. Franchement, il y a une sacrée équipe. Il y a King Shark aussi, je sais pas si tu l'as dit, je me souviens plus. Non, je l'ai pas dit, ouais, c'est vrai, t'as raison. Qui est monstrueux, enfin, je veux dire, King Shark est un requin, c'est trop drôle. Très gore le ça film. C'est clair que c'est gore. On le voit
bouffer, c'est une mare de sang, c'est des mares de sang, on le voit bouffer des gens, c'est des mares de sang, moi, l'esprit d'ici. Et voilà, ce que je trouve vraiment intéressant avec ce concept de la Suicide Squad, c'est que pour une fois, la Suicide Squad fait quelque chose avec lequel elle va mériter son nom. En fait. C'est ça, pour une fois, il y a réellement un escadron suicide, suicide, vraiment. Et à la fin du film, elle se sacrifie, oui, parce qu'on est dans la partie spoil, elle se sacrifie pour détruire l'une des machines principales et surtout le pont qui permet d'aller sur Apocalypse. Pour pas que les Paradooms rejoignent Superman et le reste du groupe qui a décidé de lancer un assaut sur Apocalypse. Et c'est intéressant, justement, d'avoir ce genre de concept. Et puis là, du coup, on va passer à la partie finale parce que bon, ça tourne quand même, ça commence à être long. Il y a tellement de choses à dire sur ce film, c'est un film qu'il faut voir plusieurs fois. On essaie de résumer le truc. Ouais. Et pour la partie finale, oui, ce qui est super intéressant, moi je vais revenir sur tout ce que j'ai dit au début de la vidéo, à savoir que on a une grosse inspiration de Star Wars. Ce qui me fait dire ça, c'est qu'on a un affrontement Dark Batman. Ouais, sinon j'ai trouvé parce que voilà, c'est un petit peu le Dark Vador. Le Dark Batman, rouge et noir. Ouais, voilà. Il est rouge et noir, il a les yeux rouges. Et il affronte un peu Luke Wayne, Damian Wayne, enfin voilà. Ouais. Parce que Damian Wayne a un sabre vert. Enfin, il a un katana rempli de kryptonite qui fait un sabre vert. Ouais. Et on a exactement la même scène qu'entre Dark Vador et Luke Skywalker face à l'Empereur dans l'épisode 6, qu'entre Batman et Damian face à Darkseid. Ouais, c'est ça. Et Darkseid lui dit des trucs, finish him, Batman, enfin, finis-le, genre en mode, et viens prendre ta place à mes côtés. Ça fait très. C'est vraiment, il y a une très grosse inspiration, c'est un beau clin d'œil qui le fait bien mieux que Star Wars 789. Ouais. Et moi, ce que j'aime bien avec ce combat, Damian Wayne contre Dark Batman, c'est la branlée que Batman met à Damian Wayne. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disaient, enfin, je pense qu'ils se sont dit, ouais, en fait, Damian Wayne, il est tellement balèze que pour un gosse, il est limite plus fort que Batman. Non, t'as encore du boulot, mon petit. Parce que là, il se Batman, fait démonter. Ouais, Batman lui dit, moi je t'ai toujours laissé gagner, j'ai toujours retenu mes coups, mais là clairement, je vais te mettre une branlée quoi. Et au final il le déboîte en 3-4 coups, vraiment, et on a une scène magnifique, vraiment, ce moment où Batman est sur le point d'achever son propre fils, et il se voit, d'ailleurs c'est un clin d'œil pour moi au trône de Mobius. Batman se voit en fait à travers le visage de Damian Wayne qu'il a au bout du sabre. Il se voit sous le revolver en fait de l'homme qui a tué ses parents. Il se voit dans cette ruelle en fait. On a ce flashback. Et on voit qui a tué ses parents. Donc en tant que lecteur du fameux comics avec le trône de Mobius, c'était la guerre de Darkseid, c'est ça ? C'est ça. Et ben on sait que c'est Joe Chill parce que la machine le révèle. Le trône de Mobius le révèle. Ouais, et là le fait de savoir, sympa, honnêtement. Et le fait de voir cette personne, parce qu'on montre rarement le tueur des parents de Batman. Très très rarement on montre le visage de l'homme qui a tué les parents de Bruce Wayne. Et là on le montre clairement. Pour moi c'est un clin d'œil. C'est un clin d'œil pour dire c'est Joe Chill. Ils l'ont pas dit mais c'est un clin d'œil. Et donc cet événement, ce souvenir va ramener Batman à la raison. Ça va être un choc émotionnel et Batman il va revenir à lui et il va dire à Darkseid va en enfer, il va lui balancer son katana dans l'œil. Très sympa. On assiste du coup sur la fin du film d'animation. Je te laisse ça raconter. Ouais, j'allais dire juste avant de parler de la fin, c'est que pour revenir un peu sur ce que tu viens de dire, il y a une très grande inspiration de l'arc scénaristique initié par Zack Snyder dans ce film. Ah oui. On reprend la même scène avec le flashback où il voit ses parents mourir, sauf que dans Batman Superman, c'est avant d'achever Superman avec une lance en kryptonite. Là, c'est avant d'achever son fils avec un katana en kryptonite. Même genre de scène. On a aussi beaucoup de choses qui devraient être dans la Snyder Cut, ou du moins dans la partie 2 qui était prévue de la Snyder Cut à la base. C'est ce que j'allais dire. De toute façon, ce film d'animation, c'est un fantasme refoulé. Hein. Clairement, ce film, c'est à 1000% la Snyder Cut. Enfin, une partie de la Snyder Cut, c'est vraiment. Ah ouais. Et franchement, il est super. Bah, d'ailleurs, c'est à 1000% une partie de la Snyder Cut, jusqu'à refaire, comme dans les comics, un autre Flashpoint à la fin. Enfin, c'est. Ah ouais, c'est ouf. En fait, c'est ce que je dis, la boucle est bouclée. C'est ça. Ça commence avec un Flashpoint et avec la guerre contre Darkseid. Et ça finit avec un Flashpoint
et l'aboutissement de la guerre contre Darkseid. C'est exactement ça. C'est Et ça qui est d'ailleurs, ouf. un Flashpoint qui va donc créer un nouvel univers cinématographique animé pour DC en direct ou DVD. Logiquement plus jeune, logiquement avec des héros plus jeunes, si on suit un peu la logique qu'ils ont initiée avec les Rebirths en comics. J'espère pas que comment il s'appelle, la Man of Tomorrow qui va sortir et le nouvel univers cinématographique. Parce qu'une photo est sortie et c'est vraiment pas beau. C'est vraiment pas beau du tout. Bah, j'espère pas non plus. Mais en tout cas, la fin de Justice League Dark War, Justice League Dark War. C'est vrai que ce film il est tellement long. C'est vrai qu'au niveau marketing, long, le titre il est pas foufou, honnêtement. Il est long à prononcer. Waouh. On va le raccourcir, on va dire Apocalypse War. C'est ça. Donc, la fin de Apocalypse War est tellement pareil épique parce qu'on a plusieurs affrontements. On a Superman contre Darkseid. On a Darkseid contre Trigon. Ce qui est ouf quand même, hein, voir ce genre de choses. Oui. C'est toujours sympa, c'est cosmique, c'est sympa. On a le retour du coup sur Terre, parce que Cyborg crée un passage dimensionnel pour permettre aux autres personnages de s'enfuir. De s'évader, ouais. De s'évader, et du coup on a ce retour sur Terre. Apocalypse est réduit à néant dans un trou noir que Cyborg a créé. Retour sur Terre, on s'aperçoit que du coup, la planète elle est complètement détruite. Ça, en fait, c'est qu'ils ont gagné la guerre, mais plus rien sera jamais comme avant. Il y a eu trop de morts en fait. Ils ont gagné la guerre, mais à quel prix? C'est-à-dire qu'ils ont plus grand chose, en fait, il reste plus beaucoup de héros, et ceux qui restent, c'est des abominations. C'est genre ceux qui ont des parties cybernétiques, machin. Night Grayson, il est à moitié fou, moitié de plante verte. Corey, elle est à moitié en partie robotique, monstrueuse. Enfin. Voilà, c'est vraiment. En fait, il en reste rien. En fait, ils ont gagné la guerre, mais ils ont perdu toute valeur, toute forme. Ah, ouais, non, mais même il la Terre apparemment va exploser. La planète va exploser apparemment. Enfin, la planète est sur le point de mourir. Oui, et en plus la planète est sur le point de mourir, donc vraiment il reste plus rien. Et donc c'est pour ça que à ce moment-là, Constantine dit à Flash, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et à ce moment-là, voilà, forcément t'es là, tu fais ouais, c'est ouf, parce que voilà, ça finit comme ça a commencé. Et puis ça a tout son sens, le Flashpoint il prend tout son sens, quoi, je veux dire. Et même Flash il le dit, ouais, j'avais promis à Iris de pas le refaire parce qu'à chaque fois, un Flashpoint ça serait trop facile si c'était juste créer un nouvel univers tout beau tout rose. Un Flashpoint c'est toujours des conséquences en fait. Tu vas créer un Flashpoint, tu vas te sortir de la merde, mais tu vas avoir de la merde derrière. En fait, le premier Flashpoint a créé la merde parce qu'il a mené à Darkseid. Le deuxième Flashpoint va tout simplement effacer de toute existence tout ce qu'ils ont connu en fait. Et il y aura Flash qui s'en souviendra. Pour résumer, oui, c'est vrai que Flash avait fait ce Flashpoint pour sauver sa mère. Et au final, il avait créé un univers alternatif. Voilà, faut voir le film d'animation de Justice Flashpoint Paradox qui est super. Et quand il avait rétabli justement l'univers, en fait, ça a mené à la guerre contre Darkseid. Donc voilà, il y a de la merde qui arrivait derrière. Et justement, on se doute bien que voilà, ça va créer un univers et que de la merde arrivera derrière. Et Flash, il le dit. Il dit à Constantine, oui, mais tout ce qu'on connaît, ça va être effacé, et puis derrière, ça va pas être mieux. Et Constantine, il fait, ouais, ça peut pas être pire que maintenant, regarde autour de toi. Et à ce moment-là, c'est vrai que Flash, il regarde autour. Et là, il voit quoi? Il voit tout le monde qui est dans la désolation, il n'y a plus d'espoir. Il voit certains de ses camarades qui sont robotisés, dégueulasses. C'est vraiment... ou d'autres carrément en train de crever. Hein. Ouais, voilà. Donc et là, il se dit bon. Et là, il dit rien. Il dit rien. Il se lève et il part en courant. Et tu sais ce qu'il va faire. Et c'est magnifique. Et tu vois, il y a un grand flash blanc et il se passe sur rien d'autre après. Juste, même le film s'efface en fait. Il s'efface sous nos yeux et on arrive au générique. C'est vraiment la fin est vraiment magnifique. Ah ouais, non mais le film d'animation est vraiment beau. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment une réussite. Même ceux qui disent ouais machin, c'est brouillon, machin. Non, faut arrêter. Non, c'est pas brouillon. C'est un film d'animation. Tu peux pas non plus lui demander d'être non plus à un niveau. Tu peux pas lui demander d'être Monts et Merveilles avec un budget de 30 millions. Enfin non, voilà. Quoi. Ouais, tu peux pas lui demander d'être un film de Batman de Nolan, quoi, niveau écriture. Voilà, tu peux pas lui demander d'être à ce niveau-là. Mais je veux dire, ce qu'il fait, il le fait très bien. Et il y a du fanservice, oui, mais du fanservice qui marche énormément. Il y a beaucoup de références aux comics, à la guerre de Darkseid. Il y a même un passage où on voit Darkseid qui massacre Oa.
Ça, c'est incroyable, c'est Ah, violent. il y a beaucoup de trucs vraiment incroyables. Et vraiment, Ouais, juste, je veux réappuyer sur cette fin. On a presque. Enfin, on a. C'est le seul film qui conclut un univers où tu as réellement l'impression de voir l'univers s'effacer quand tu finis le film, en fait. T'as vraiment l'impression que ça y est, l'univers c'est fini. s'effondrait. C'est T'as ça. vraiment l'impression aussi de voir l'univers s'effondrer. Quand tu vois ce film-là, tu sens la tension, tu fais. Putain, là, j'ai l'impression de voir vraiment, ouais, une fin apocalyptique. Et pas juste. Ouais, bah, la moitié de l'univers s'est effacée, mais c'est pas grave, hein, on va retrouver les pieds. C'est ça, en fait, il n'y a pas de happy end. Il y a beaucoup de sagas qui se concluent sur. Bon, plein de gens, il y a plein de morts et tout ça. Mais il y a un happy end. Ne serait-ce qu'Avengers Endgame. À la fin, il y a un happy end. Même si t'as perdu deux de tes meilleurs acteurs et héros. Ouais, Là, mais il n'y a pas de tout, happy en end. fait, à la fin. C'est ça, en fait, il Ouais, reste mais un tu t'es univers, dit, il attends. reste une façon, il reste des choses à construire, tout ça. Là, il n'y a pas de happy end, c'est fini. Et tu sens, c'est fini. Tu sais que tu n'auras jamais de suite à cet univers-là. C'est la fin. C'est la vraie C'est un fin. super aboutissement. C'est ça. Mais ouais, je reviens aussi à Batman. C'est vrai que dans ce film, c'est pas facile. Voilà, certains vont sûrement pas accepter son traitement, à savoir d'être au service de Darkseid et tout. Mais c'est tellement bien fait, en fait, que c'en est acceptable. Ouais. Parce que on a vraiment. On s'est toujours demandé, oui, qu'est-ce que serait Batman s'il était au service du mal? Et on voit dans ce film, justement, que Batman, bah, il est hyper dangereux quand il est au service du mal. Et c'est un gros fils de pute aussi. Vraiment, c'est un immense fils de pute et il est C'est hyper clair. dangereux. Et il fait vraiment peur aussi. Parce qu'il est renforcé aussi, voilà, je disais, cet aspect Star Wars, cet aspect Dark Vador, il est renforcé aussi par le fait que Batman ait cette voix robotique quand il s'adresse sous forme d'un hologramme géant à Lex Luthor. Oui, Lex Luthor est un peu l'agent de liaison, l'ambassadeur d'Apocalypse sur Terre. C'est ça. Et c'est en même temps une taupe. Et voilà, et Batman, quand il s'adresse à lui, sous forme de cet hologramme géant et qu'il lui parle, on sent que Lex Luthor, il se chie dessus. Ah, clairement, il y a la terreur. Batman, il a été pris, il a été choisi par Darkseid parce qu'il est dangereux, très fort, c'est un stratège, et il inspire la terreur aussi. C'est ça, c'est tout simplement le plus grand. Et on dit Bah, pas ça en tant que de Batman, mais, Ouais, voilà, je veux dire, on n'est pas très objectif non mais plus. oui, mais c'est bon. clair que c'est le plus grand des héros, et pour moi, c'est le plus fort, hein, très clairement. Mais en tout cas, voilà, quoi, c'est vraiment ce film, ouais, foncez si vous l'avez pas vu. Si vous l'avez vu et que vous l'avez aimé, dites-le nous en commentaire et retournez le voir. Parce que c'est Ouais, vraiment du ça, bon d'ici et ça fait plaisir de voir du bon d'ici. Parce que très honnêtement, les prochains films d'ici s'annoncent pas spécialement bons. Et aussi part la bien. Snyder Cut. Ouais, voilà, déjà, à part la Snyder Cut, mais aussi bien les films animés que les films live. C'est pas la folie ce qu'on nous annonce, donc profitez d'un bon d'ici, ça risque pas d'arriver à un moment. Exception faite de la Snyder Cut. Et voilà, dites-nous en commentaire si vous avez aimé ce film, ce que vous en pensez, les références que vous avez vues, tout ça, enfin vraiment, ça nous intéresse bien. Et voilà, on espère que la vidéo vous aura plu. Et n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner aussi. Et on vous dit à bientôt pour une autre vidéo consacrée à... un peu, ça dépend en fait, on oscille un peu entre DC et Assassin's Creed en ce moment. Ouais, sûrement Assassin's Creed. Ouais. Ouais, sûrement Assassin's Creed, il faut qu'on reparle de ce film Assassin's Creed. Ouais. Sur On va ce, faire ça. merci à tous d'avoir regardé et on vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner. Allez, salut.